nous nous rendons compte qu'il y a des produits qui existent dans la sous-région, mais ces produits restent dédiés au plan national. Vous ne les retrouvez pas en dehors du pays. Et quels sont ces produits que nous consommons? Nous ne mettons pas forcément l'accent sur les habitudes alimentaires de nos populations, si bien que nous laissons de côté les produits qui peuvent circuler dans la sous-région et qui peuvent apporter un certain développement à la sous-région. Relativement à la deuxième question, quel appui? Généralement, nos PME se plaignent de ne pas avoir accès au financement. Lorsque vous prenez le secteur informel, qui est le plus développé dans nos pays, vous vous rendez compte que les acteurs du secteur informel ne bénéficient pas d'appui financier. C'est vrai que c'est informel, mais à leur niveau, il n'y a pas véritablement d'appui. Quant aux PME, c'est la même équation. Donc, comment ces PME peuvent valablement pénétrer les marchés lorsqu'ils n'ont pas d'appui financier? Quant aux informations, les informations, c'est très important, c'est capital dans les échanges commerciaux. Quelle est aujourd'hui la place des TIC dans nos pays et dans le développement de notre commerce? Comme je le disais tantôt, il y a des produits qui existent au Ghana. Lorsque vous arrivez au Ghana, vous ne trouvez ces produits-là qu'au Ghana, mais vous ne les trouvez pas en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait la possibilité d'un grand échange d'informations entre les pays de la sous-région pour que les opérateurs économiques puissent savoir les opportunités d'accès au marché qui peuvent développer leur commerce. Donc, je voudrais intervenir sur ces quelques points-là. Merci beaucoup, madame. Merci pour ces questions. Quels produits, quels appuis et quel type ou modalité de production et de diffusion de l'information? Entre autres questions. Il y en a eu d'autres, et surtout des contributions de très bonnes. On a bien pris note de l'appétit de monsieur du CGC et puis de la société civile. Pour clôturer cette partie, je vous laisserai prendre à tour de rôle en commençant à gauche et vous laisser aller vers la droite. Chacun peut prendre 2-3 minutes pour répondre à vos interpellations, approfondir une réflexion sur le chapitre sur la taille du marché, qu'on a amalgamé d'ailleurs avec le secteur privé, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais vous pouvez indifféremment donner là-dessus. En commençant par ça. Merci, Tiga, pour cette deuxième prise de parole. La dernière fois, j'ai parlé une seule fois. C'est pas grave. Vous parlerez un peu plus longtemps que les autres. Non, je vais très gérer le temps. Alors, je vais aller très rapidement pour préciser un point. Et j'avais parlé du rôle de l'État, qui est essentiel dans l'application des mesures communautaires. Je voulais parler aussi du rôle du secteur privé, qui est aussi le problème, souvent. Le problème, pourquoi la plupart du secteur, ceux qui agissent dans le secteur privé, dans la région, et monsieur le directeur général de la PEX l'a dit ici, en passant, c'est l'optique nationale qui est vue. En fait, les opérateurs économiques nationaux privilégient en un premier temps d'abord le pays et avant de penser région. Donc, beaucoup de blocages, de situations de monopole, de situations d'interdiction viennent souvent du secteur privé qui incite l'État parce qu'il sent une menace. Si, en fait, on ouvrait le commerce à tout le monde, de manière à ce qu'il a protégé les marchés. Et je vous prends juste un exemple pour illustrer cela. Il y a de cela 2 mois, j'étais au Libéria. Et pour inciter ce pays à rentrer dans le commerce régional, le Libéria était le dernier pays de la CEDEAO qui n'appliquait pas le chinois. On a été visiter une minuterie.
très bon imiterie, monsieur qui fait la très bonne farine, et qui fait venir ces céréales d'une région particulière des États-Unis et qui fait du lait. Et il m'a dit carrément qu'il n'est pas intéressé par le schéma de la CEDEAO parce que lui, il n'est qu'une PME. C'est une petite entreprise et qu'ici, on ouvre le marché, lui va disparaître. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il dit, mais on ne peut pas le convaincre que lui peut tenir face à la concurrence d'une grosse entreprise ivoirienne ou ghanéenne. Voilà un peu des questions pratiques. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que ce que le monsieur dit est vrai? Comment on peut le rendre compétitif? Comment on peut faire en sorte que les pays qui n'ont pas de grosse taille puissent vraiment avoir la possibilité d'avoir des industries comme tout le monde? Et il parle aussi des petites moyennes, ce n'est pas évident lorsque vous avez affaire à une mastodonte. Je voulais encore dire deux ou trois choses sur les produits essentiels et qui sont des problèmes. Vous avez parlé du riz, l'huile de palme, de la tomate. Je dirais en passant que oui, on peut faire des études. Études d'abord, c'est même une façon de bien comprendre le marché. Mais le marché existe. Il existe parce qu'il y a des gens qui se lèvent et qui protègent les marchés. S'il n'existait pas, on n'allait pas protéger quelque chose. Et la preuve est que depuis bientôt une dizaine d'années, nous tentons de conclure un accord de partenaires économiques avec l'Union européenne. Je crois qu'il n'y a pas un potentiel ici. Depuis longtemps, l'Union européenne ne s'est jamais venue même. Parce qu'il y a un potentiel, ils savent. Et plusieurs fois, nous recevons des entreprises qui font des études de marché sans nous dire, le rapport est secret, mais ils sont vraiment intéressés à venir. Et deuxième chose, il faut peut-être qu'au niveau du secteur privé, c'est vrai, il y a des tentatives au niveau régional, au niveau de la région, au niveau du secteur privé pour travailler ensemble. Mais il n'y a pas de positionnement clair du secteur privé et régional de manière à influencer les activités au niveau de la région. Je ne suis pas souvenance d'une filière ou d'un produit particulier où le secteur privé est venu avec une position régionale et tenter de financer. Au contraire, ce que nous recevons plutôt, c'est des positions nationales, toujours. Un pays qui dit non, je n'arrive pas à accéder au Nigeria, ou le Nigeria se plaint comme quoi il n'a pas, par exemple, les gars de l'huile de palme. L'huile de palme. Et la consommation d'huile de palme dans la région est gigantesque. Maintenant, un grand pays comme le Nigeria, qui est dans ce domaine un importateur pratiquement net, doute de la capacité, par exemple, du Ghana et de la Côte d'Ivoire réunis de fournir les marchés en choses, en huile de palme. Donc à chaque fois, ils sont très regardés. Ils disent non, on veut du blé, excusez-moi le terme, et que l'huile de palme qui est nationalisée et qui qu'on dit venue du Ghana ou du Sénégal, en réalité, c'est de l'huile malaisienne, ça vient de l'Indonésie. On essaie tout simplement de. Sinon, ils savent que les champs qui sont là, dans ces pays-là, ne peuvent pas produire autant d'huile de palme pour nourrir les 180 millions d'habitants. Vous voyez, c'est des problèmes réels. Je crois que le secteur privé pouvait discuter de ces questions. Je voulais terminer par une question non moins importante, la question monétaire, qui est aussi un problème. La question monétaire, parce que la question monétaire cache les problèmes de compétitivité. Ils sont dedans. Aujourd'hui, avec par exemple la dépréciation qu'a connue le Naira, il est carrément impossible d'exporter du ciment d'une zone CFA à une zone Naira. Parce que vous ne pouvez pas vendre. Même si on voulait rentrer, vous allez retourner à votre matin. Il est trop cher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai soulevé quelques problèmes juste pour. Merci bien de m'avoir donné. Merci. Merci. Vous avez retrouvé votre temps de parole. Et j'en suis heureux. Je laisse M. Ndiaye poursuivre. Merci, cher. Je vais rapidement rebondir sur les questions de compétitivité soulevées par le directeur avant de nous permettre de vous faire recommandations. La question de la compétitivité, à mon avis, est une question centrale pour la dynamisation du marché régional. Et de mon point de vue, ce qui fait défaut
justement, du point de vue de la compétitivité des PME, c'est l'absence d'accompagnement. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que cette absence d'accompagnement désigne du doigt deux problèmes majeurs. Le premier, c'est d'abord un problème de qualité des services publics destinés à la PME. Le deuxième, c'est la disponibilité de services non financiers à proposer à la petite et moyenne entreprise en termes de formation, de conseil et de facilitation. Je vais un peu taquiner mes amis de la douane. Je salue au passage mon oncle de la douane sénégalaise. Je suis foncièrement opposé au modèle de facilitation organisé au niveau de notre douane nationale. La facilitation aujourd'hui s'érige en termes d'exception plutôt que de règle générale, c'est-à-dire la facilitation est accordée à l'entreprise si elle remplit un certain nombre de critères. Or, elle est généralement assise sur la base d'un contrat de performance entre l'État et le service des douanes. Lequel contrat de performance draine des moyens supplémentaires du trésor à la douane. Et ces moyens sont alimentés à la base par les importateurs. Et on me dit pour accéder à la facilitation, il faut remplir d'autres critères. J'ai un problème. Parce que je finance tout le système. Voilà un problème majeur de compétitivité. L'autre problème que je voulais évoquer, c'est de faire attention sur les opérations d'exportation. Pour ceux qui connaissent bien Dakar, je ne parle pas de cher bien sûr, nous avons ce qu'on appelle un marché qui est celui des HLM. Il arrive que les entreprises exportent, mais il arrive également que les consommateurs importent. Le marché des HLM est un carrefour régional d'échange, où nous avons nos sœurs ivoiriennes, nos sœurs du Nigeria, d'un peu de la sous-région, qui viennent s'approvisionner en tenue de femmes, etc., et d'hommes. Et ici même en Côte d'Ivoire, je connaissais un coin, voilà, qui était un carrefour régional d'approvisionnement en matière de chemise pour les hommes. Donc c'est aussi un marché régional. Il nous faut aussi, je pense, faire l'effort d'avoir une lecture assez avancée de la problématique du fonctionnement du marché régional. Maintenant, pour terminer, un marché qui se crée. Tout à l'heure, le directeur disait, est-ce qu'il y a vraiment un marché? Mais un marché qui se crée. Pour la plupart des hommes présents dans la salle, nous sommes habillés en costume, cravate et chemise, tous. Mais tout ce que nous portons est importé, y compris les boutons de nos chemises. On pouvait tout de suite, rien ne nous empêche de créer un marché de cravate dans notre région. Rien du tout. Aucun d'entre nous n'a porté une cravate, une chemise qui porte la griffe d'une confection couture de l'espace. Si l'autorité avait la vision de construire justement dans ce domaine une entité solide, je crois que c'est à portée de main parce que le marché, il est là. C'est de la même façon qu'on a créé un début de marché de riz au Sénégal. Nous importons tous les ans près de, on va dire, 1 million de tonnes de riz. Il y a 2 ans, nous nous sommes impliqués, je dis nous, parce que ce sont les commerçants importateurs, on s'est impliqués dans la commercialisation du riz local, parce que pendant très longtemps, nous l'avions toujours concurrencé. Mais dès notre implication, dès l'annonce de l'implication des importateurs du riz, dont l'objectif était de déstocker quelques 285 000 tonnes qui ne correspondent même pas à 2 jours de consommation du Sénégal, dès qu'on a annoncé l'information, tous les stocks étaient partis. Du fait simplement qu'on l'a annoncé. Donc un marché qui peut être suscité, il doit être créé, il doit être impulsé. Je termine sur une idée, et ça c'est une crainte que j'ai, que je voudrais soumettre à l'autorité et aux autorités ici présentes. Je crois avoir relevé dans un des discours de ce matin, une des autorités appelée de tous ses voeux à la mise en place d'un cadre d'échange ou de concertation avec le secteur de l'industrie. Je voudrais vous inviter à observer un peu de prudence dans cette approche. Parce que ce que je ne relève pas au niveau de la CEDEAO, que j'ai vécu intensément au niveau de l'espace suédois, c'est un cadre permanent d'échange et de concertation entre l'autorité régionale et le secteur privé. Ce cadre-là, il n'existe pas. Or, si vous singularisez la démarche en termes de dialogue avec le secteur industriel est peuplé de capitaux étrangers. Aujourd'hui, les capitaux étrangers sont dominants dans le secteur industriel, si bien que je pense qu'il nous sera difficile d'opérer ces discriminations positives que nous avons toujours souhaitées dans la production des richesses dans notre espace. Merci, M. Ndiaye. C'est une bonne remarque, bonne interpellation. Je pense que le directeur pourra y revenir tout à l'heure.
Mais avant, je donne la parole à Stéphane sur la même lancée pour clôturer ce chapitre sur le commerce. Très rapidement, ma collègue du commerce a dit quels produits. Alors moi, je dirais les produits de la 5e bande qui sont du tech. Si on les a mis à la 5e bande, c'est que l'on a estimé que ces produits-là ont un potentiel. Après, si on se rend compte, comme disait M. Amangoua de la DGA, qu'on fait des études, on se rend compte qu'il n'y a pas de potentiel, le tech étant un tarif vivant, on les sort de la 5e bande et puis on continue à prélever des recettes fiscales. Je disais souvent à mes amis douaniers, vous savez, dans le tech donne la possibilité parfois d'un produit qui est à 20%, qui est passé à 35%, de le laisser à 20% pendant un moment, le temps de s'ajuster. Et il y a un ami douanier qui me disait, mais pourquoi moi, douanier, je vais refuser de prélever 35% sur un produit et puis vous voulez que je vous maintienne à 20%. Je lui ai dit, il vaut mieux 20% de 100 que 35% de 0. Et si je pousse le raisonnement jusqu'à l'absurde, ce que l'on veut voir dans notre région, c'est aucune importation de produits à 35%. Parce que ça voudrait dire qu'on a développé la capacité de production locale et les produits à 35%, ils restent dehors. Donc, ce n'est pas pour une question de collecte de recettes qu'on les a mis à 35%, c'est pour décourager l'importation. Donc, si on veut pousser à l'absurde, donc tous les produits du tech, j'invite tout le monde à les analyser avec les grandes entreprises, avec les petites entreprises, et à se mettre ensemble pour avoir des mesures d'accompagnement. Quel appui? Appui à la compétitivité. Appui à la compétitivité. C'est vrai qu'il y a l'accès au financement qui est un problème, mais appui à la compétitivité. Parce que je le disais, le marché, il est ouvert, on l'a ouvert pour nous, mais ce n'est pas que notre marché qui est ouvert. Le monde entier est ouvert. Le monde entier est ouvert. Un opérateur vient, s'il ne peut pas prendre la marchandise au Ghana parce qu'il y a des frontières, peut-être ça arrivait moins cher de le faire venir d'Asie, parce que, je veux dire, c'est le monde qui est un village planétaire, on ne peut plus, c'est fini, hein, on ne peut plus s'enfermer et tout. Nous, on a des problématiques de transformation de filières, mais c'est impressionnant. Dans le textile, dans l'anacarde, on se dit, ça pose le problème de l'industrialisation à partir de nos matières premières. On se dit, mais on peut transformer. Mais un industriel de l'anacarde, quand il fait son business plan, il dit qu'il faut que j'achète l'anacarde à 300 francs CFA. Mais aujourd'hui, sur le commerce mondial, il y a des Asiatiques qui achètent l'anacarde à 700, 800 francs. Mais pourquoi vous allez empêcher le paysan de vendre son anacarde à 800 francs alors que l'industriel ici lui vend à 300 francs? On a vraiment. Donc le monde est ouvert. On peut essayer de dire, oui, on empêche l'anacarde de sortir, on oblige le paysan à vendre son anacarde à l'industriel. Mais si tu le vends à 300 francs, bon, c'est le paysan. Donc vraiment, le marché est ouvert. Et donc, ceux qui ferment leur marché, les autres sont, je dis souvent, le Nigeria, qui a tendance protectionniste. Je dis que si le Nigeria se ferme, vous allez voir que les investisseurs, ceux dont vous parlez là, les capitaux étrangers qui veulent nos marchés là, ils vont s'implanter au Cameroun, ils vont s'implanter au Bénin, ils vont au Niger, tout autour de la frontière du Nigeria, et dès que le Nigeria va s'ouvrir, ils vont s'engouffrer parce qu'on regarde tout ça. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci Stéphane. Des problèmes réels, des défis identifiés, problème majeur de compétitivité. Oui. Je crois que c'est là que se trouve la plupart des questions que nous nous posons. Compétitivité, ce n'est pas une journée figée, ça se règle comme un marché secret. La CEDEAO est créée justement comme une institution chargée de nous créer ce marché et d'accroître les possibilités ou les conditions de la compétitivité des entreprises. On termine par, monsieur le directeur, vous êtes le responsable du secteur privé. Le secteur privé a parlé, l'État a parlé de compétitivité. Je pense savoir que vous faites quelque chose à ce niveau. Est-ce que vous dites votre dernier mot là-dessus sur cette question? Bien, je voudrais répondre à la préoccupation exprimée par mon frère du Sénégal par rapport à une proposition que j'ai faite dans mon allocution concernant la mise en place d'un cadre de dialogue formel entre le secteur privé industriel et les douanes autour des agréments, je précise. Autour des agréments, on ne se préoccupe pas de la provenance des capitaux, mais surtout des produits. Parce que nous reconnaissons tous que la délivrance des agréments pose assez de problèmes. Pourquoi ne pas instaurer un dialogue permanent entre douaniers et ceux dont les produits industriels ont été agréés au titre du schéma de libéralisation des échanges? Je pense que c'est utile.
Au-delà de ça, je rebondis sur une des préoccupations exprimées par le directeur général adjoint de la PSI. Voilà. Concernant le changement de mentalité au niveau du secteur privé, c'est une réalité. Je pense que au-delà du secteur privé, c'est aussi l'appareil étatique. Parce qu'aujourd'hui, ça va faire 40 ans de processus d'intégration régionale. On ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est que l'intégration régionale. Quels sont les coûts et les bénéfices ou les gains attendus du processus d'intégration régionale. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, au niveau de l'État, on traîne les pieds à appliquer intégralement ou avec célérité le schéma de libéralisation des échanges parce qu'on se dit, ah, je fais ça, je perds les recettes douanières et l'essentiel des recettes budgétaires ne repose que sur ça, mais en le faisant, qu'est-ce que je gagne? C'est vrai que la CEDEAO avait mis en place un mécanisme de compensation financière et qui n'a pas marché. Parce que c'est ceux qui perdent, ceux qui importent vers les autres, c'est eux qui devaient alimenter le budget de compensation. Ça n'a pas marché. Et finalement, on a mis un terme à ça. Alors, malgré cela, les gens se disent, mais oui, quel gain je tire de l'application intégrale du schéma de libéralisation des échanges? Aujourd'hui, il faut le souligner, le seul gain que les États tirent de leur appartenance à ces organisations, c'est quoi? C'est les postes. C'est les postes. Aujourd'hui, quand on parle de répartition des postes statutaires, il y a toute une bataille. Les États sont davantage focalisés sur ça. Pour envoyer qui? Un seul individu. Mais ils ne se préoccupent pas de se battre, de savoir. Mais je préfère qu'on initie des projets, des points d'eau, ou qu'on réalise des routes, qu'on électrifie des villages. Et voyez l'impact de l'électrification, de la construction des routes sur la population. Mais on se préoccupe plus d'envoyer un seul individu, de le caser quelque part, pour des raisons politiques. On dit bon, on le bouscule, et lui va occuper ce poste-là. Mais en retour, qu'est-ce qu'il lui fait? Il ne peut pas se substituer aux règles de procédure établies pour dire, bon, je suis de tel pays, je vais construire, je ferai en sorte qu'on puisse construire ça. Non, ça ne se fait pas comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Il faut que le secteur privé aussi comprenne, commence à raisonner en termes régionaux. Et je crois que nous sommes en train de faire un travail dans ce sens. Ce forum des hommes d'affaires, nous sommes en train de le vitaliser, parce que c'est l'occasion pour nous de leur expliquer qu'est-ce que nous faisons en matière d'intégration régionale et quel est le rôle et la place du secteur privé. Ça a commencé, nous avons tout récemment organisé une rencontre à Lomé autour du projet Sealink. Vous avez pu entendre parler de Sealink. Le secteur privé ouest-africain est en train de prendre en charge ce dossier. C'est la création d'une compagnie maritime dans la région. C'est un projet du secteur privé et qui est en train d'avancer. C'est pour dire donc que nous ferons en sorte que le secteur privé ait une vision beaucoup plus régionale et qu'il puisse constituer un véritable groupe de pression sur les administrations publiques. Parce que là, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de résistance. Il y a des forces de résistance dans les administrations publiques qui ne favorisent pas l'éclosion du secteur privé national ou régional. Et là, il y a un travail de terrain à faire. Les mesures d'incitation fiscale, le financement des PME et l'apport des banques. Donc, il y a un travail énorme qu'il faut faire pour sensibiliser, informer, sensibiliser, afin que chacun joue sa partition. Merci. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à... Très bonne remarque finale. Et je crois que la plupart ont bien aimé vos analyses. Cette partie où vous avez parlé comme ne parle pas le directeur général. Et c'est très bien comme ça qu'on l'a voulu. C'est de dire les choses telles que vous les pensez, parce qu'il y va de la responsabilité collective. Les États font ce que vous dites. Et nous sommes les États, nous tous. Et c'est cela, je pense qu'il faut aussi pointer et trouver l'occasion de changer les choses.
Nous allons aborder la deuxième et dernière problématique. Elle sera plus courte. Ce sont des questions qu'ils connaissent très bien. La première approche ou le premier pilier de nos échanges, c'était le marché lui-même, son potentiel, sa taille, c'est la réflexion que nous voulons d'avoir. Maintenant, nous prenons l'instrument dont la mission est justement de faire fonctionner ce marché régional. Si le marché est protégé sur ses périmètres et ses contours désignés par un TEC, s'il doit être opérationnel et produire des résultats à l'intérieur, il y a un instrument chargé de réaliser cela. C'est le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO. C'est le département des douanes qui a en charge sa mise en œuvre. Mais les États, ici il y a des représentants des CNA, Comité national d'agrément de la plupart des pays de la CEDEAO, qui sont dans la salle. Le schéma est en train d'être évalué par le centre et d'autres acteurs à travers le programme PROFAT. Nous avons déjà présenté certains résultats. Cet après-midi, on présentera les résultats finaux de cette évaluation de manière beaucoup plus large. Mais nous menons maintenant ce débat. Mais pour l'ouvrir, j'aimerais qu'en 5 minutes, la société civile qui a fait la caravane, mais vraiment 5 minutes, nous raconte. C'est vrai qu'ils ont plus fait face à des problèmes de libre circulation de personnes, mais vous savez qu'on ne peut pas parler de libre circulation de personnes sans parler de marchandises aussi. Parce que quelquefois, les bonnes dames qui font le commerce transfrontalier, informel, c'est le sac sur la tête, ou le panier et autres. Si la personne ne passe pas, le sac ne passera pas non plus, parce que l'un ne passera pas sans l'autre. Et ils ont fait cette route sur 1200 km en 48 heures. Ils ont rencontré et vu quelque chose que nous connaissons sur le commerce interne. L'occasion, c'est de donner à cette société civile que je félicite, parce qu'ils ont tenu à venir à ce dialogue, non pas pour raconter des choses et dire qu'on a lu dans des livres, mais ils ont dit nous allons dire ce qu'on a vécu concrètement sur le terrain. Si vous pouvez nous faire la synthèse en 5 minutes, ça alimentera, je suis sûr, la réflexion de nos amis. Est-ce que c'est Pedro qui s'occupe de cette mission? Hein? Je ne sais pas comment vous vous êtes organisé, qui fait le compte rendu? Le roi d'Abomey ou c'est le sorcier de Cotonou? Bon, mais je préfère démarrer le roi d'Abomey. C'est comme vous voulez. En 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. Mon nom c'est Pedro Ernest Coma. Je suis du Bénin. Je suis un agroéconomiste, secrétaire permanent de la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, gouvernance politique et économique, la cohérence et la surveillance des politiques de façon générale. Alors, par rapport à ce que nous avions vécu et subi sur l'AS, Lagos, Cotonou, Lomé, Accra et Abidjan, c'est énorme. Et je crois que tout à l'heure, je félicite tous les intervenants, surtout les panélistes. Vous avez déjà touché du doigt ce qui se passe. Au fait, nous avions fait un constat. Le problème est au niveau de non-application de nos tests, que les États eux-mêmes se sont donnés librement consentis. Nous avions aussi constaté que certains acteurs ne connaissent pas leur rôle et responsabilité. Il va falloir recentrer le débat sur le cadre institutionnel de la mise en œuvre de nos tests. Et là, nous allons définir le rôle et responsabilité de toutes les catégories d'acteurs, c'est-à-dire l'État, à travers tout ce que nous mettons dans l'État, le secteur privé marchand, la société civile et ceux qui nous accompagnent, c'est-à-dire les institutions de la région. Je parle donc dans le cadre d'espèce de la CEDEAO. Lorsque nous avions constaté, lorsque nous avions quitté Cotonou, Lagos ou Abidjan, nous avions constaté qu'il y a deux catégories, donc